Alors, nous nous retrouvons pour amorcer donc le grand 1 du cours sur le travail. C'est la vidéo 0, c'est-à-dire le début du grand 1. C'est clair, non? Alors, le grand 1, je l'ai intitulé Le travail, une activité formatrice. Alors, en fait, dans ce grand 1, je vais un peu donner la voix aux philosophes qui ont une opinion très positive au sujet du travail. Comme par exemple, c'est le cas de Hegel, dont on va pas mal parler. Je l'ai cité dans l'introduction et à présent, nous allons en parler. Nous allons en parler tout de suite. Quand on parle du travail en fait comme transformation de la nature, donc on va surtout se focaliser sur ce sens-là. Hein. C'est-à-dire quand on fait abstraction de la dimension économique du travail. Le travail en soi est quelque chose de formidable, qui est épanouissant, qui est, je sais pas, c'est-à-dire si vous allez questionner un artisan qui est bon dans son métier, et qui n'a pas de problème économique. S'il n'a pas de problème économique, bon, allez le questionner sur son métier, il sera certainement très heureux de vous en parler, il sera fier de vous en parler, parce que voilà, c'est épanouissant de travailler de ses mains, de réaliser des objets, de créer, de produire, hein, du moins tant que l'aspect économique des choses ne devient pas un problème, parce que il y a des problèmes avec les banques, avec les crédits, avec les factures non payées. Alors là, par contre, ça devient un enfer. Mais vous voyez que c'est pas l'activité elle-même, c'est pas le travail lui-même qui est dans ce cas-là problématique, c'est son aspect économique. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir qu'on distingue très clairement, comme dit Platon, en fait, l'art en lui-même, c'est-à-dire le métier en lui-même, si vous préférez, et puis l'art de se faire rémunérer, le métier de se faire rémunérer, sont deux choses qui sont très différentes. Il arrive souvent que quelqu'un soit excellent dans l'un et complètement nul dans l'autre. Hein. Il faut soigneusement distinguer ces deux choses. Hein, et la première de ces deux choses est en général tout à fait épanouissante. Hein. Alors, c'est ce qu'on va expliquer dans le petit 1, la transformation de la nature. Alors, on trouve chez Hegel des analyses passionnantes et très belles sur le travail artisanal, ce que c'est que travailler de ses mains. Alors, voilà, prenons l'exemple du travailleur artisanal. Bon. Euh, C'est-à-dire quelqu'un qui gagne sa vie en faisant des chantiers, en produisant des objets. Alors, mettons, voilà, un menuisier qui fabrique des meubles. Alors, si on examine l'activité du menuisier, elle se découpe en plusieurs phases. Dans un premier temps, l'artisan va faire un projet. Il va concevoir en fait l'objet qu'il veut construire. Et dans cette phase, en fait, c'est un travail qui est uniquement un travail en idée, c'est-à-dire qu'il va former le concept de l'objet qu'il veut produire, c'est-à-dire qu'il va réfléchir aux finalités de l'objet, il va réfléchir à ses dimensions, à ses caractéristiques, aux techniques qu'il veut mettre en œuvre, au bois qu'il veut utiliser. Enfin bon, vous voyez, jusque-là, on est encore dans l'idée, dans le concept. Il va tracer des plans, pourquoi pas. Bon, et puis ensuite, dans un deuxième temps, il va passer de la conception à l'élaboration. Et justement, tout l'aspect formateur du travail va se jouer à l'articulation de ces deux phases, hein, conception et élaboration, puisque en fait, dans le processus d'élaboration, d'exécution, hein, l'artisan va donner corps à sa liberté, il va donner corps à ses idées. C'est-à-dire qu'il va transformer ce qui n'était qu'une chimère en une réalité parfaitement tangible et concrète. Hein. Et c'est dans cette épreuve-là que l'artisan va réaliser une forme de liberté. Hegel dit couramment que le travail consiste à objectiver la liberté. Objectiver, cela signifie donner à la liberté la forme d'un objet. Et l'objet qui est réalisé va être le témoin ou la preuve de la liberté de l'artisan. C'est-à-dire la liberté, en l'occurrence, c'est le fait de passer de ce stade de la conception à la réalisation d'un objet concret et tangible. Hein. Et en fait, cet objet va donc devenir en fait le gage ou la marque de la liberté de l'artisan, mais même plus généralement de son intelligence, de son habileté, de ses efforts, etc. Et l'artisan va en retirer une fierté parfaitement légitime. C'est-à-dire que si un artisan est épanoui dans son travail, c'est pas parce qu'il a l'impression de s'amuser. Je veux dire, même un artisan qui aime beaucoup son métier, il sait bien que c'est quand même c'est difficile, c'est dangereux. Il y a des machines, on peut se faire très mal, on peut voilà, et ça peut être extrêmement éprouvant physiquement, on peut se faire voilà souffrir quoi. Hein. Mais il sera épanoui, non pas parce que ça l'amuse, mais parce que en fait, il aura le métier, il aura la fierté de voir dans son objet quelque chose
qui reflète son image, qui renvoie l'image de sa liberté. Alors, là encore, je précise que c'est un philosophe chrétien qui parle, un philosophe qui considère que l'épreuve est une chose importante. C'est-à-dire que toute sa conception du travail, elle est fondée en fait sur l'idée de l'épreuve. Hegel définit couramment ce genre de réalité, la réalité du travail, hein, il la définit couramment comme l'épreuve du négatif, c'est-à-dire qu'il y a, et comme dans voilà, le Christ sur la croix qui connaît la passion, eh bien il y a un stade nécessaire de souffrance, de perte de soi, comme le Christ qui demande sur la croix à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné, hein, lama sabachthani, eh bien l'artisan lui aussi à un moment donné doit se perdre dans la matière, doit s'oublier, oublier sa douleur, oublier qui il est, oublier, et pour surmonter, et c'est par cette souffrance, par cette épreuve du négatif, donc, qu'il va pouvoir se former lui-même, former son intelligence, son habileté, sa persévérance, et qu'il va réaliser sa liberté, qu'il va gagner, qu'il va construire sa liberté. En fait, si vous voulez, pour Hegel, la liberté, c'est pas une sorte de faculté abstraite comme ça qui serait innée dans l'homme. Non, c'est quelque chose qui se construit justement par l'épreuve et par la difficulté, par l'effort, par la souffrance, etc. Souvenez-vous le cours qu'on avait fait sur le bonheur, sur la rose et les épines. Hein. Il n'y a pas de rose sans épines. Et bien, voilà, c'est exactement le même genre d'idée ici que l'on développera. Il emploie une très belle image pour parler de cela, Hegel. Il prend l'image, alors de quelque chose qui semble très éloigné du travail, un enfant qui, au bord d'un ruisseau ou d'un étang, lance des cailloux pour faire des ricochets. Et alors, bon, on pourrait se dire, ça c'est un amusement, c'est pas un travail. Mais le point ici qui est intéressant, c'est que l'enfant qui fait ce jeu, enfin, ce que font tous les enfants, va admirer en fait sur la surface de l'eau la forme, vous savez, on a déjà parlé, la forme des rides, vous voyez, concentriques qui vont se former au contact du caillou. Et Hegel dit, voilà, en fait, l'enfant qui observe comme ça les rides à la surface de l'eau, observe en fait sa puissance sur la nature, c'est sa capacité d'agir, de transformer la nature, c'est-à-dire d'imprimer sur la nature sa marque, la marque enfin, une forme pardon, qui est étrangère à la nature, hein, c'est un cercle parfait en l'occurrence. Et l'enfant admire en fait ce petit miracle, si je puis dire, euh, de sa propre liberté qu'il va construire en travaillant. Hein. Voilà. Et alors, pour expliquer cela, Hegel a une très belle formule, il dit que l'enfant qui jette ainsi des cailloux dans l'eau ôte au monde sa farouche étrangeté. Voilà. Et donc, en fait, c'est ce que fait l'artisan. Il ôte au monde sa farouche étrangeté, si bien que l'artisan qui contemple son œuvre est fier, en fait, fier, légitimement fier, de voir la trace de son travail. On aurait tort de croire qu'il s'agit là simplement d'une forme de narcissisme humain, on a déjà parlé, ou d'une forme d'amour-propre absurde. Hein. Non, en fait, c'est parfaitement légitime, c'est normal. L'artisan se sent chez soi ainsi. C'est-à-dire que le maçon qui se promène le dimanche dans son village où il a retapé est intervenu sur la plupart des maisons, eh bien les pierres lui parlent. Et il sait ce que veut dire le monde alentour. C'est pas un plaisir narcissique, mais enfin le monde ne lui est plus farouchement étranger. Il connaît les choses de l'intérieur. Knut Hamsun, un écrivain norvégien, très bel écrivain, bon, un peu sulfureux sur la fin de sa vie, au début d'un roman qui doit s'appeler Le Passager de... je ne sais plus, chemin... Bon, je ne sais plus, Thompson écrit quelque chose de très beau, c'est ça. Il évoque la campagne, enfin plutôt le paysage d'une île en Norvège et il dit je connais le nom de chaque brin d'herbe sur le chemin. Ben voilà, c'est ça que. Alors vous allez me dire, c'est pas un artisan, ça. Oui, c'est vrai, mais un artisan, il ressent quelque chose comme ça, je pense. Enfin, le fait de pouvoir connaître le nom de chaque brin d'herbe sur le chemin, c'est-à-dire de pouvoir comprendre l'histoire de chaque pierre, savoir. Voilà, c'est ça qui le rend fier. Donc il y a une fierté légitime du travail. On peut effectivement parfaitement trouver son intérêt au travail, non pas par son caractère amusant, mais par son sérieux, au contraire, par le fait qu'il s'y joue quelque chose de substantiel, quelque chose dont on a le droit d'être fier. Voilà. Bon, alors. Développons un peu ce point de vue donc
bien connu sur le travail débouche sur, petit 2, la transformation des rapports sociaux. Alors ici, je vais parler de la très célèbre dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel. Alors là encore, c'est une autre tarte à la crème un peu du cours sur le travail, la dialectique du maître et de l'esclave. Bon, alors, ce terme de dialectique désigne en fait un processus par lequel finalement les rapports vont s'inverser. Hein. C'est-à-dire que les rapports du maître et de l'esclave vont définir en fait une situation de travail servile et de liberté, la liberté du maître. Et ces rapports en fait vont s'inverser justement du fait de la positivité du travail, hein, ou de la positivité de l'épreuve du négatif, c'est-à-dire le fait que le travail, voilà, rend les hommes libres. Bon. Alors, la situation de départ, c'est la situation des sociétés primitives qui toutes vont à un moment ou à un autre connaître des situations d'esclavage. D'après Hegel, c'est là en fait quelque chose qui est lié en fait au développement même de l'esprit, c'est-à-dire que primitivement les hommes ont besoin d'avoir la garantie, la certification, la reconnaissance de leur statut de conscience. Et en fait, pour éprouver ce triomphe de la conscience, les hommes, ou cette reconnaissance de la conscience, les hommes vont, on pourrait dire curieusement, de façon peut-être un peu inattendue, chercher la reconnaissance par le combat. Parce que le combat, en fait, obéit, bon, bien sûr, à des impératifs de territoire, voire des impératifs économiques, mais surtout au besoin de se sentir reconnu, au besoin de se sentir supérieur, c'est-à-dire au besoin d'être reconnu comme conscience. Et donc l'issue du combat à mort, oui, car ça va être un combat à mort, ce sera la mise en servitude du vaincu. Pourquoi un combat à mort? Parce que, enfin, oui, parce que pour pouvoir être reconnu comme conscience, il faut pouvoir en fait s'affirmer comme étant quelque chose de plus une simple individualité biologique, une simple vie biologique, c'est-à-dire quelque chose de plus qu'une simple vie animale. Et donc dans ce combat un peu héroïque des temps archaïques, hein, Hegel pense à quelque chose qui ressemble un peu à l'Odyssée ou à, vous voyez, une sorte de passé un peu peut-être mythifié, mais bon. Eh bien, dans ce combat primitif, euh, chacun des agonistes, enfin des protagonistes, va vouloir défendre sa vie en exposant sa vie pour prouver sa liberté. C'est-à-dire, enfin non, défendre sa vie, excusez-moi, l'expression est très malheureuse, c'est pas ça. Au contraire, chacun va vouloir mettre en jeu sa vie pour prouver sa liberté. C'est-à-dire, en fait, essayer de prouver qu'il est conscience, qu'il est esprit, en montrant qu'il n'est pas simplement un corps animal soucieux de rester en vie. Et donc, en fait, primitivement, ce combat va se solder forcément par la mort de l'un ou de l'autre, ou par la mort du plus courageux, en fait, puisque celui qui sera le plus courageux, mais une fois sur deux, il ira jusqu'à mourir pour prouver sa supériorité. Donc, évidemment, c'est une impasse, mais au bout d'un moment, en fait, cette dialectique va devenir plus positive dans la mesure où, en fait, l'un des deux va, en fait, parvenir à avouer son infériorité, c'est-à-dire que l'un des deux va reculer devant la mort et donc reconnaître qu'il préfère rester en vie, c'est-à-dire qu'il préfère son existence biologique, son existence animale, plutôt, quitte à être esclave, hein, plutôt que de perdre son existence biologique. Bon, et à partir de là, eh bien, le vaincu reconnaît son infériorité, le vainqueur est reconnu par le vaincu comme conscience supérieure, et à partir de là, les sociétés primitives vont toutes s'organiser sur un principe d'esclavage, avec donc, comme on disait dans l'introduction, une classe de seigneurs, une classe de guerriers qui vit pour les activités libres, pour les choses libres, pas pour les choses utiles, et puis au contraire, une autre classe dans la société, une classe servile, une classe d'esclaves, composée justement généralement de captifs, hein, d'ennemis vaincus au combat, qui se sera donc reconnu dans l'existence animale, c'est-à-dire l'existence des besoins, et qui du coup naturellement, si je puis dire, aura vocation à s'occuper des besoins du maître, hein. C'est-à-dire s'occuper de lui procurer le nécessaire pour vivre, tandis que le maître pourra s'adonner à des occupations supérieures qui n'auront aucun lien avec l'utilité et avec la survie. Voilà. À partir de là, vous avez donc, deuxième phase de cette dialectique, une situation d'esclavage
et de maîtrise, hein, l'esclave d'un côté qui travaille, qui s'occupe des besoins du maître, et le maître qui s'occupe de tout à fait autre chose. Mais justement, ces rapports vont s'inverser du fait de la positivité du travail, car le maître qui avait triomphé par l'affrontement avec la mort, le maître va au contraire se laisser aller au repos, et en fait toutes les aristocraties finissent nécessairement par dégénérer, c'est-à-dire que les guerriers de jadis cèdent la place à des fins de race qui sont incapables d'efforts, de courage, de force, etc. Et à l'inverse, les esclaves inférieurs de jadis deviennent de plus en plus intelligents, de plus en plus courageux, parce que eux, ils affrontent la mort, non plus la mort au combat, mais ils affrontent la mort devant les choses, c'est-à-dire l'action technique sur les choses. Hein. Et c'est cela qui rend justement l'esclave de plus en plus intelligent, de plus en plus persévérant, de plus en plus courageux, et toutes les situations d'esclaves en face des maîtres débouchent à un moment ou à un autre sur ce qu'on voit dans Molière, ou plus encore dans Beaumarchais, c'est-à-dire la conscience supérieure entre guillemets du maître qui finit au contraire par s'abîmer dans la veulerie et dans la nullité, tandis que la conscience inférieur entre guillemets de l'esclave finit par prendre l'ascendant sur le maître, et donc le maître devient l'esclave de l'esclave et l'esclave devient le maître du maître. Hein, c'est ce qu'on voit par exemple chez Beaumarchais. Mais en fait, faut pas attendre le XVIIIe siècle ou le XVIIe siècle pour que ces choses-là arrivent. En fait, toutes les sociétés esclavagistes ont connu à un moment donné des révolutions. Et donc en fait, cette structure, si vous voulez, des rapports sociaux qui est impliquée par le travail servile va nécessairement déboucher à un moment ou à un autre sur une situation révolutionnaire, et donc sur une inversion des rôles, hein, une inversion violente. Pour Hegel, ça va même devenir le moteur de l'histoire. Hein. Le travail a donc des vertus formatrices qui se manifestent à travers ces retournements qui font de l'histoire donc un processus révolutionnaire, et c'est ainsi que les esclaves finissent toujours par se libérer, qu'une société esclavagiste qui soit demeurée à jamais dans la même position d'esclavagisme, avec des esclaves qui acceptent bien gentiment de rester esclaves comme ça pendant des siècles et des siècles. Dans les sociétés esclavagistes finissent toujours dans des effusions de sang, toujours les mêmes, puisque c'est un processus révolutionnaire qui se répète. Voilà. J'arrête là pour cette deuxième vidéo. Dans la prochaine, donc vous renouerez avec le cycle que j'avais tourné pour les terminales ES au début du confinement en mars. Hein, et normalement, j'espère que ça va se passer sans trop de chaos, sans trop de hiatus. Voilà. Portez-vous bien et à bientôt.